Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA podcast. Et aujourd'hui, on commence une série de pastilles sur le nouveau CBA ratifié récemment par la NBA. Et qui dit CBA chez Dunk Hebdo, dit Tom, qui a donné l'impulsion de ces pastilles. Alors Tom, comment ça va et comment il est ce nouveau CBA? Ben ça va et toi, Amine? Écoute, on découvre au fur et à mesure ce nouveau CBI. On a des détails qui sortent au fur et à mesure. On sait qu'il va être publié ou du moins qu'il va être mis en place en deux parties parce qu'il y a une partie des règles qui vont pas pouvoir être appliquées tout de suite puisque les équipes ne sont pas prêtes. Donc du coup, ça va être intéressant de voir comment ce nouveau CBA va impacter la construction des équipes et notamment la rétention de talent. Très bien. Dans ces pastilles justement qu'on va faire, on va s'attacher à chaque fois à une règle et on va essayer d'en faire plusieurs pour que vous ayez toutes les données sur chaque règle. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la règle de la Veteran Extension, l'extension vétéran qui a donc été modifiée et passée, donner la possibilité aux équipes d'offrir 120% du dernier salaire du joueur à 140%. Donc, Tom, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette règle? Alors, c'est vrai que c'est une règle qui est souvent amendée dans les différents CBA. On y reviendra dessus un petit peu tout à l'heure. Mais c'est vrai que c'est une règle qui a déjà évolué dans le temps. Elle avait été, dans le cadre du dernier CBA de 2017, amendée sous 4 points qu'on verra tout à l'heure. Mais en gros, c'est une règle qui va faire que vous pourrez prolonger votre joueur à partir de 140%, enfin jusqu'à 140% de la dernière annuité. Donc, si par exemple, vous avez un joueur qui a un contrat de 10 millions, enfin sa dernière annuité est à 10 millions, ben, la prolongation va commencer à partir de 12 millions, pouvait commencer à partir de 12 millions maximum, et là, elle va pouvoir commencer à partir de 14 millions. Là où ça fait la différence, c'est que non seulement il y a le montant auquel ça commence qui change, mais il y a aussi le montant auquel l'extension se termine qui change, et ça peut permettre ensuite de rentrer dans différentes extensions au fur et à mesure de la carrière d'un joueur sans qu'il arrive sur le marché. Tu l'as évoqué rapidement, c'est pas la première fois que Non. cette règle change. Le dernier changement de CBA, donc en 2017, il y a déjà eu une évolution sur cette règle. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les 4 points justement qui avaient changé? Ouais, ben on va le faire point par point. Donc le Hmm. premier point, c'est que avant, seuls les contrats de 4 ans pouvaient être prolongés à partir de la troisième année. Et dans le CBA de 2017, ça s'est passé en fait au contrat pouvait être prolongé à partir de l'anniversaire de la deuxième année. Donc du coup, on pouvait prolonger le joueur un peu plus tôt sur des contrats un peu plus courts. Donc ça, c'était quand même un outil intéressant. Que penses-tu de ça? Bah effectivement, c'était intéressant. Même si la durée du contrat n'arrangeait pas forcément, dans certains cas, ça pouvait être parfait et permettre un allègement en réalité. C'est ça. Alors la deuxième règle du coup, c'est que les extensions pouvaient avoir lieu uniquement pouvaient avoir lieu durant la saison. Et là, on est arrivé à uniquement durant l'intersaison. Donc ça, c'est aussi un changement dans les mécanismes pour prolonger les joueurs qui pouvaient donner plus ou moins de flexibilité à certaines équipes. Ça permettait aussi de ne pas prendre des décisions peut-être trop hâtives, en fait, je pense, Ouais. en prenant en cours de saison une grosse extension parce qu'un joueur a fait 2, 3 mois de folie et se reposer sur un bilan un peu plus long pour pouvoir proposer ces extensions. Ouais. Exact. Autre changement qui avait eu lieu, c'est que les extensions en fait pouvaient aller jusqu'à 5 saisons avant, et là elles sont passées à 4 saisons maximum. Alors, ce qui est intéressant pour ce retour en arrière, c'est que les propriétaires à un moment s'étaient plaints du fait que les joueurs avaient des contrats trop longs, donc ils voulaient des extensions plus courtes. Sauf que les extensions plus courtes ont coïncidé avec plus de périodes de free agency. Donc du coup de mise en danger entre guillemets de la construction des effectifs, et au final ils ont voté pour un retour en arrière. Ouais, le retour en arrière, on a bien vu tous les contrats super max Mm. de 5 ans qui peuvent parfois être terribles, mais en tout cas permettent aux équipes d'avoir plus de flexibilité pour prolonger leurs propres bons joueurs. C'est ça. Et puis du coup la dernière qui a impacté, c'est déjà ce passage en fait dont on va parler tout à l'heure, où on était passé du coup dans le CBA de 2011, on était à 107,5% maximum pour la deuxième année. En 2017, enfin pour l'année de l'extension, pour rajouter une année de contrat ou l'augmentation maximale. Ensuite, on est passé du coup à ces 120% en 2017, et aujourd'hui du coup en 2023, on va passer
à 140%. Voilà, pour ces quatre règles. Du coup, si on fait un point global, on peut considérer que donc que de 2011 jusqu'à 2023, on est passé donc de 107,5% à 140%, en C'est passant ça. par les 120, ce qui fait quand même une belle évolution. Alors justement, pourquoi un tel changement dans le cibier? Top. Bah, je pense que c'est aussi permettre à des joueurs qui sont payés peut-être en dessous du marché, puisqu'on a vu à travers les années les différentes évolutions brutales du cap. C'est ça la problématique avec les contrats. Quand tu prends une extension, ton extension, elle est indexée sur ton salaire précédent, mais elle n'est pas indexée sur l'augmentation du cap ni sur le cap actuel. Donc du coup, tu peux avoir des cas de figure où tu vas signer une extension à un moment donné qui te rémunère confortablement par rapport à ce que tu pourrais toucher dans dans l'environnement du marché. Mais si du coup le marché se déraille comme on a pu l'avoir avec la période de 2016 où on a eu une énorme augmentation du cap, bah du coup des joueurs qui avaient signé des contrats soit à ce moment-là ou soit un petit peu après, qui étaient dans des cas de free agent restreint, qui ont été obligés d'aller chercher une offer sheet, bah du coup ces joueurs-là, le montant de leur contrat va rester indexé sur une valeur qui est un peu obsolète, et du coup ça ne fait plus sens pour eux de prolonger. Ils vont plutôt attendre de retourner sur le marché pour avoir la valeur du marché du coup. Donc je pense que ça va être pour ça la grosse partie des changements. Et on voit que, tu vois, cette augmentation-là, ça prouve que c'est quand même quelque chose qui est encouragé, que les équipes veulent continuer à mettre en place, puisque au fur et à mesure, ils trouvent des mécanismes pour essayer de garder les joueurs en ayant un peu de visibilité à long terme sur la construction de leur effectif. Moi, j'ai l'impression qu'à l'image un peu de tout le cibier, Mm. on essaie de favoriser justement les équipes pour qu'elles puissent conserver leurs joueurs. C'est pas la seule règle, on le verra au fur et à mesure de toutes ces pastilles. C'est pas la seule règle qui va dans ce sens, mais en tout cas, on veut permettre de donner le maximum de moyens aux équipes pour garder leurs joueurs. Et justement, on pourra remarquer que ça a un impact déjà sur pas mal de joueurs. Est-ce que tu as plusieurs cas, commençant par Zach Lavine, par exemple? C'est un cas intéressant, je trouve. Oui, alors par exemple, Zach Lavine, l'an dernier, qui a signé un énorme contrat de 5 ans l'an dernier, mais du coup qui a dû attendre d'arriver sur le marché, puisque lui, il avait signé une offer sheet avec les Sacramento Kings qui a été matché ensuite par les Bulls, où le montant de son contrat était largement en dessous du marché. Donc du coup, Chicago avait deux options. Soit risquer de le laisser partir à la free agency, et enfin le laisser aller à la free agency, et du coup lui le rémunérer à 5 années à partir, enfin au max à 30% du salary cap avec 8% d'augmentation annuelle. C'est ce qu'ils ont fait. Il y avait un autre mécanisme qu'ils auraient pu faire, c'était du coup on va dire de l'augmenter, c'est-à-dire d'utiliser du cap space pour augmenter son salaire à lui, et ensuite renégocier et en fait lui proposer l'extension à partir de ce montant-là. Donc ça, c'est ce qui a été réalisé par Indiana dans le cadre de la prolongation de Miles Turner cette année, où Miles Turner, son contrat est passé de à peu près 22, 23 millions à 32 millions 5, donc au max qu'il aurait pu avoir, pour avoir les 40% ensuite dégressifs. Et là, Miles Turner, à partir de la saison prochaine, il va se retrouver par exemple sur un contrat aux alentours de la vingtaine de millions. C'est un peu ce qui s'était passé à l'époque du process, hein, avec Robert Ouais. Covington, qui avait une dernière année de contrat à peu près entre 1 et 2 millions, qui a du coup pris une augmentation. Donc son salaire est passé de 1 million à 15 millions la première année, puisque Philly avait le cap space pour le faire. Et ensuite, il a pris une réduction sur les trois autres années suivantes, où il avait un contrat à 10 millions. Voilà. C'est intéressant parce que je pense que peu de gens savent que justement, quand on a du cap space, on peut augmenter son joueur, ce qui te permet justement d'avoir plus de flexibilité ensuite pour le prolonger. Donc c'est une des loufoles que peuvent utiliser les équipes pour essayer de faire le, le bon ajustement justement sur le contrat et pouvoir garder son joueur. Il y a d'autres exemples qui vont se présenter maintenant. Certains auraient pu être justement problématiques pour les équipes et vont l'être un peu moins. Je pense justement, tu viens de parler de Philadelphie avec Covington, je pense à D'Anthony Melton, Oui. qui avait un contrat, un super contrat justement, qui a été signé par Memphis et qui a été récupéré par Philadelphie. Mais le problème, c'est que ce contrat se terminait à 8 millions l'année.
Mhm. et que l'extension que pouvait proposer dès cet été Philadelphie à Melton ne commençait qu'à à 9,6 millions, alors que on sait que Melton devrait pouvoir avoir au moins une full mid-level dans la plupart des équipes qui seront intéressées à lui. Est-ce qu'il y a d'autres cas comme ça un petit peu justement qui vont changer sur la prochaine saison? Ben, on a, ben, comme tu l'as dit, d'Anthony Melton, qui du coup qui pouvait signer à peu près 43 millions sur 4 ans en extension, et qui avec cette nouvelle règle peut monter jusqu'à 63 millions sans avoir à tester le marché. On a le cas de Anunoby aussi. OG Anunoby qui on va dire la convoitise de beaucoup d'équipes aujourd'hui en NBA, puisque c'est un profil qui est très très recherché. Donc lui, avec l'ancienne règle, il aurait un salaire qui commencerait à 22 millions l'année pour se finir à 27 millions sur une prolongation totale de 100 millions sur 4 ans. On voit bien que si Ojo Anunoby arrive sur le marché, on le voit bien avoir beaucoup plus que ça. Et là, les nouveaux mécanismes vont faire que ça peut donner un petit peu plus à réfléchir, puisque là, la première année de contrat commencera à 26 millions et la dernière commencerait à 32 millions, ce qui n'est pas négligeable pour ce type de joueur. Et on peut même penser que c'est un joueur qui pourrait ensuite reprolonger derrière après ça. Après, il y a l'autre problématique que voilà, cette prolongation, ça ferait à peu près 117 millions avec sur 4 ans avec les 140%. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est pas un joueur, s'il allait sur le marché, il peut avoir un petit peu plus que ça? Je pense il y a deux autres cas où on aura euh, un peu peut-être enfin qui pourront être impactés. On a le cas de Sabonis et le cas de Michael Bridges. Ce sont deux cas différents. Mais on y reviendra un petit peu tout à l'heure, puisque ce sont plus des joueurs pour leur équipe qui sont estampillés role players, ce sont des joueurs qui sont plutôt estampillés franchise players. Donc peut-être qu'ils auront des intérêts divergents à signer ce contrat-là. En fait, ce mécanisme-là, j'ai plus l'impression que c'est quelque chose vraiment pour les role players. Alors, sur Twitter, pas mal de personnes ont essayé d'appeler ça la Jalen Brown Rule, mais ça s'applique plus puisqu'il est passé, il est éligible au Supermax. Mais tu vois, même lui, c'est pas dit en fait qu'il l'aurait signé, tout simplement parce que c'est un joueur qui, s'il va sur le marché, peut avoir potentiellement le maximum. Ouais, c'est intéressant. Justement, je trouve que les deux cas les plus opposés, justement, c'est Jalen Brown et Domantas Sabonis. Mhm. Parce que Sabonis, on est sur un joueur qui n'est plus dans l'équipe, ni qu'il l'a drafté, ni qu'il l'a récupéré pendant son contrat qui lui a permis d'avoir son extension. C'est Du ça. coup, le fait qu'il a été All NBA ne sert à rien pour lui. Mhm. Et justement, comme il sait qu'il a été All NBA, je pense que même les 140% ne changent pas grand-chose et que Domantas Sabonis risque de refuser une extension éventuelle proposée par Sacramento pour se présenter à la free agency et aller chercher beaucoup plus. Je sais pas ce que tu en penses, mais ça me Oui, paraît évident. totalement d'accord avec toi. Totalement d'accord avec toi. C'est quelqu'un qui, voilà, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a un salaire qui est en dessous de sa production terrain. Et du coup, le meilleur moyen pour lui de regagner cette valeur, c'est de ne plus être indexé sur l'ancien salaire. C'est vraiment d'aller sur le marché et de s'indexer sur la valeur que le marché lui donne. Donc lui, ça fait moins sens pour lui de prendre ce type d'extension, tout simplement parce que en allant sur le marché, il peut obtenir plus que ça de la part de Sacramento. Il peut obtenir les 5 ans avec les 5 ans à 30%, 30% du salary cap à la première année et 8% d'augmentation annuelle. Donc ça fait moins sens pour lui. On peut se dire que ça peut être la même chose pour quelqu'un comme Dejounte Murray, qui est du côté d'Atlanta, qui est un peu dans le même cas de figure, qui a signé une extension où maintenant la valeur qu'il a peut-être, ou du moins la valeur à laquelle il se perçoit est vraiment au-dessus Hmm. de ce que les Hawks peuvent lui proposer comme extension. Donc du coup, on peut voir aussi un joueur qui va retourner sur le marché pour du coup recalibrer sa valeur par rapport au marché, sachant qu'il y aura encore potentiellement le salary cap va augmenter, et donc voilà, pour pas se retrouver piégé. Tous, c'est un peu le contraire de par exemple un joueur comme Buddy Hield, qui lui qui est sur un contrat dégressif. Bah du coup lui, peut-être que ça vaut le coup pour lui de sécuriser de l'argent, puisque Buddy c'est un joueur qui est plutôt âgé par rapport pour un joueur qui est dans son deuxième contrat, c'est un joueur qui est plutôt âgé.
c'est quelqu'un qui va difficilement pouvoir signer 5 ans à la sortie de son contrat actuel. Donc pour lui, une prolongation de 4 ans, ça fait plutôt sens puisque ça l'accompagne dans ses meilleures années. On peut dire la même chose par exemple pour un gars comme Derrick White. Euh, voilà, ce sont des joueurs plutôt un stop et role player où eux, ils sont déjà quand même assez hauts en salaire où tu peux te dire que une extension à partir du montant où ils sont déjà, ça fait beaucoup plus sens. Enfin, ça fait sens que plutôt retourner sur le marché, avoir le stress de devoir déménager sa famille, tout ça, enfin, Bien sûr. toutes ces complications-là. Et le dernier joueur où je pense que ça va être vraiment un dilemme, ce sera le cas Michael Bridges. Alors, c'est trop tôt pour en parler, mais voilà, on sait que c'est voilà un joueur qui est devenu franchise player et qui était role player, qui est payé comme très très bon role player, mais qui aujourd'hui a un rôle de franchise player. Mais comme c'est quelqu'un qui est aussi déjà âgé par rapport aux joueurs qui sont dans un deuxième contrat, ben lui, peut-être que un moment où son contrat va se terminer, il va se rapprocher de la trentaine. Donc on voit difficilement, par exemple, s'il a 30, 31 ans, à la fin de son contrat, de son extension, aller sur le marché à la trentaine d'années et prendre, tu vois, sur le max sur 5 ans. Donc peut-être que pour lui, ça fera sens du coup d'utiliser ce mécanisme d'extension. Voilà. Voilà pour les cas particuliers. Oui, c'est intéressant. Ce qu'on peut se dire aussi, je pense, c'est que ça va favoriser un peu plus encore les contrats dégressifs Ouais. sur les role players justement, parce qu'on aura moins peur justement qu'ils soient trop sous-payés à la fin de leur contrat et qu'on pourra leur proposer quand même 140% de leur dernière annuité et du coup ça sera moins compliqué que ce qu'on a actuellement justement avec ces contrats dégressifs. Et sinon, qu'est-ce que t'en penses toi, Tom, du coup de cette règle? Moi, je pense que, enfin, c'est en bonne voie, mais je trouve que les propriétaires ont mis cette règle de 50% pour pouvoir se protéger d'eux-mêmes et dire, tu vois, aux joueurs, écoute, moi, actuellement, c'est le max que je peux te proposer. Je peux pas aller plus haut. Donc, du coup, si tu peux accepter ça, moi, ça me va. Je peux pas faire plus. Tu vois? C'est un peu, pour moi, si tu veux prolonger un joueur, tu devrais pas être lié, euh, à l'ancien contrat. Parce que si tu as un joueur qui était role player, qui devient franchise player, alors que tu le payais comme un role player, indexer en fait le salaire que tu dois lui donner ou l'extension que tu dois lui donner sur l'ancien rôle, pour moi, ça fait pas sens. Du coup, ouais, en fait, on a l'impression que ça a été choisi par les propriétaires pour se donner plus de flexibilité, mais finalement, dans des cas très particuliers, comme on prend exemple sur Michael Bridges, si Michael Bridges était plus jeune, parce que là, c'est Ouais, la question de l'âge qui fait un peu la différence, c'est ça. si Michael Bridges était plus jeune, effectivement, ça mettrait les Nets dans une situation délicate, et Michael Bridges aurait tout intérêt à aller à la free agency à la fin de son contrat pour aller chercher un bien meilleur contrat que les 140%. Après, les Nets pourraient leur proposer, mais en tout cas, ils seraient en concurrence avec les autres équipes. Exactement. Exactement. Et du coup, dans quelle brèche, justement, certains général managers malins, on en connaît certains, vont aller justement aller chercher des vides juridiques et les dommages collatéraux justement à cause de cette règle. Ben, moi, je pense que ce qui va se passer, c'est que je trouve que le marché va un peu s'affaiblir. Enfin, le marché de la free agency aura moins de sens. Je pense qu'il y aura plus de trades, du coup. Et je pense que ça va envoyer des signaux forts très tôt. C'est-à-dire que si tu as un joueur, un role player chez toi qui est éligible à une extension, bah si au moment de son éligibilité, il apprend pas, les autres GM peuvent se dire, il y a peut-être de l'eau dans le gaz et tu pourras peut-être plus faire pression pour le récupérer ou du moins, ce sera un peu pas une demande de transfert, mais ce sera, euh, on va dire, une demande de changement de décor implicite. C'est-à-dire que si le joueur est éligible à l'extension, la franchise a tout intérêt à lui proposer qu'elle fait sens et que lui refuse, tu peux te dire, ah, il va peut-être que c'est un joueur qui risque de partir dans les semaines, voire les années à venir, ou du moins qui ne finira pas son contrat dans l'équipe dans laquelle il est. Et après, je pense que ça va aussi figer le marché un peu des role players, où je pense pas que ça va être difficile hein, d'aller chercher de bons role players avec ta mid level. Et encore plus, je trouve que ça va permettre aussi aux role players d'être mieux payés, et du coup, on pourra avoir d'autres usages faits de la mid level. Oui, c'est ce qui est intéressant finalement, c'est que on va être plutôt dans une cette règle en fait, elle profite un peu à un statu quo de ces dernières années Oui. finalement, qui pourtant sont dues plutôt à ce qui s'est passé avec la bulle, avec surtout le confinement et le manque à gagner justement qu'a eu la NBA.
où on s'est retrouvé avec un marché des trades beaucoup plus important que celui de la free agency. On ne retrouve plus les joueurs prennent l'argent justement quand il est disponible, et on risque de rester un peu dans cette idée. La NBA, je pense, avait peur justement avec le retour des gains importants, que les joueurs aillent beaucoup plus facilement à la free agency, comme tu l'avais dit, avec des augmentations de cap qui leur permettraient de gagner mieux ailleurs que n'importe quelle prolongation prolongée par leurs équipes. Mm. Est-ce que tu... Oui, je t'écoute, Tom. Ouais, ce que j'allais te dire, c'est que je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit. Et peut-être la chose qui pourrait changer un peu ça, c'est l'entrée en vigueur du coup du nouveau contrat télé, puisqu'on sait que désormais le salary cap va pouvoir augmenter de façon maximum de 10%. Enfin, il y aura une augmentation maximale de 10%, donc il y aura plus D'explosion on de va dire cap. d'explosion du Hmm. salary cap, mais on sait aussi que le salary cap ne pourra plus descendre. C'est-à-dire Hmm. que là, il a un montant et il ne peut qu'augmenter. Donc c'est vrai que ça pourra faire à mesure où l'écart se creusera entre la valeur terrain et le contrat, enfin le contrat signé sous l'ancien CBA. Ben, je pense qu'on aura de plus en plus des joueurs qui vont retourner sur le marché et on aura, je pense, de plus en plus d'extensions en fait au milieu du contrat. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait attendre qu'un joueur, on va signer un joueur 3 ans. Ben là, on va le signer 3 ans, on va lui proposer une extension de 2 ans après les deux premières années si ça se passe bien, ou des choses comme ça. Très bien. Est-ce que tu as des dernières choses à ajouter à tout ça, Tom? Non, non, pas rien d'autre à ajouter. Je sais pas toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris sur cette règle? Est-ce il y a quelque chose que toi tu vois de croustillant par rapport à cette règle-là, notamment par rapport aux Sixers? Bah écoute, moi j'ai juste, je suis un peu néophyte, hein, c'est toi qui est en train de m'apprendre tout. Je suis content qu'on va pouvoir proposer une prolongation à Melton qui sera qui sera que lui pourra accepter parce que elle sera à la hauteur de ce qu'il pourrait avoir ailleurs. Donc je trouve la règle bien pour l'instant sans plus. Maintenant, j'ai toujours des interrogations un petit peu sur pourquoi et justement comment où est-ce qu'on va en arriver justement avec cette règle à ce qu'on va retourner justement grâce à l'augmentation du cap à une free agency plus importante, ou est-ce que ça va lisser un peu tout ça, et est-ce que finalement on va pas ne pas rester sur un statu quo mais avoir quelque chose d'un peu plus équilibré en Oui, réalité. ouais, ouais. Je suis totalement d'accord avec toi. Bah, c'est seul l'avenir nous le dira du coup. Exactement. Bah, je pense qu'il est temps pour nous de conclure. Donc pour les fans de CBA, sachez que ce n'est que le premier d'une série de pastilles où on va explorer ces nouvelles règles. On vous remercie de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, mais également sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Podcast Addict, etc. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur les plateformes et nous laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. Mm. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter. Toi, c'est @TomFeller si je me trompe pas. C'est ça. Et donc moi, c'est @Biggie_sauce. Euh, Yeah. et Tom, du coup, on se retrouve bientôt pour continuer à explorer les recoins du CBA ou dans d'autres podcasts où tu parleras plus jeux. À très bientôt pour parler NBA. Salut. Ciao.